Quel que soit l'accord qui interviendra dans un avenir proche, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y en ait pas, l'État d'Israël devra avoir le contrôle de la sécurité sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. C'est une condition nécessaire qui est en contradiction avec l'idée de souveraineté. Que faire ? J'ai dit cette vérité à nos amis américains et j'ai également stoppé la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d'Israël. Un premier ministre israélien doit être capable de dire non, même à nos meilleurs amis, de dire non quand c'est nécessaire et de dire oui quand c'est possible. Guillaume Oda, c'est non, la porte est fermée, alors quelle suite aujourd'hui? Comment Benyamin Netanyahou voit-il les choses dans la bande de Gaza après cette opération militaire dont les contours sont encore incertains? Il a une idée très précise. D'abord, il adhère à cette idée que, en réalité, la création d'un État palestinien, c'est quelque chose qui sera nuisible sur le plan sécuritaire à Israël. Voilà pourquoi il s'est toujours opposé à ce que la Cisjordanie et à travers elle, l'autorité palestinienne qui est incarnée par Mahmoud Abbas, soit effectivement aidée véritablement à contrer ce qu'est le Hamas en vue de la création d'un État palestinien. Non, lui, il rejette cette idée-là. À côté de ça, il est aussi, comme je le disais il y a un instant, paralysé par ces ministres d'extrême droite qui, eux, sont des agents du chaos généralisé, qui militent en faveur d'une exclusion des populations palestiniennes de la bande de Gaza, d'une réoccupation de la bande de Gaza. Mais il a aussi besoin militairement des Américains. En réalité, ce qu'il y a derrière, et sur le plan intérieur israélien, c'est qu'il y a des pressions qui s'accroissent en vue de l'organisation d'élections législatives. Et ce que fait M. Netanyahou en étant si inflexible à l'endroit de son allié américain et à l'endroit de sa population, c'est qu'il est déjà en campagne. Et il le fait quasiment ouvertement. Et ce que Gaby Eisenkot, qui lui appartient en réalité à l'opposition, est en train de faire, c'est que lui aussi, il entre en campagne. Et lui aussi demande des élections dans les prochains mois. Et parce que l'idée, c'est à un moment donné de pousser à la résolution politique. Il y a quoi derrière, la guerre de Gaza, à part ces deux objectifs dont on a parlé, qui apparaissent parfaitement irréalisables sur le dos de milliers de civils palestiniens qui meurent, d'une catastrophe humanitaire, on parle de famine et de destruction totale. Il y a quoi? Il n'y a pas d'horizon politique, il n'y a pas de sortie de stratégie de sortie, sinon une stratégie qui est de ne pas sortir, justement. Donc ça, c'est une problématique qui est posée aujourd'hui au sein même de l'État d'Israël. Et c'est peut-être de là que viendra la solution pour Biden, dont on parlera il y a un instant. Peut-être l'idée que des organisations, que des élections soient poussées, qu'à un moment donné, cet homme qui nuit à la sécurité de son État soit poussé hors du cabinet. Et qui pourtant est si fort, lui, pour se raccrocher au pouvoir et y rester. Oui. Meir Nabli. Oui, et puis il faut vraiment mesurer la portée de cet aveu. Pour moi, c'est un aveu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Benyamin Netanyahou n'est pas né le 7 octobre. C'est quand même le responsable politique israélien qui incarne la vie politique israélienne depuis l'après-Oslo. Déjà, il était contre les accords de paix en 1993, et puis tout ce qu'il a fait à chaque fois qu'il a été au pouvoir, c'est de tenter de saper ces accords. Et il n'a jamais exprimé de manière aussi expresse le fait qu'il était contre la perspective d'un État palestinien. Ce qui nous amène à cette question, est-ce que la solution peut venir d'Israël? Est-ce qu'elle doit être imposée de l'extérieur, comme le dit Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui fait d'autres déclarations d'ailleurs assez fracassantes, on va l'entendre. Josep Borrell est très intéressant en tant que chef de la diplomatie européenne, dans la mesure où lui aussi, d'une certaine manière, procède à une forme d'aveu. Il reconnaît la responsabilité première d'Israël dans... Alors lui, il ose carrément le mot création et financement du Hamas, qui est, en tant qu'organisation, responsable de l'attaque du 7 octobre. Je vous propose d'ailleurs qu'on l'écoute et on commente ensuite ces déclarations. Josep Borrell. Nous pensons qu'une solution extérieure doit être imposée pour créer la paix. J'insiste, même si Israël a réaffirmé son opposition à cela, et pour l'arrêter, ils ont créé le Hamas. Oui, le Hamas a été financé par le gouvernement d'Israël pour essayer d'affaiblir l'autorité palestinienne Fatah. Mais si nous n'intervenons pas fermement, la spirale de la haine et de la violence continuera de génération en génération et d'enterrement en enterrement, quand les graines de la haine qui sont semées à Gaza aujourd'hui fleuriront. Et que le gouvernement d'Israël aura décidé de ne pas intervenir. Alors j'aurais dû donner un peu de contexte à cette tenue surprenante. Il est à Valladolid où il reçoit un prix, d'où sa tenue universitaire qui effectivement trouble un peu le message.
Oui, c'est vrai que l'apparat a de quoi nous troubler, mais il n'empêche, la déclaration est extrêmement forte. Imaginez, c'est comme le chef de la diplomatie européenne qui reconnaît la responsabilité première d'Israël dans ce qu'est devenu le Hamas en tant qu'entité à la fois politique et terroriste, et qui est la première responsable de l'attaque du 7 octobre. Donc, en mettant en lien finalement le Hamas et Israël, il ne tend pas à nuancer ou à relativiser l'acte terroriste du Hamas, mais à responsabiliser Israël dans le développement de cette entité dans la réalité palestinienne. Et c'est une manière aussi de dire que finalement, l'après responsabilise, engage Israël, notamment dans la perspective nécessaire de la création d'un État palestinien, sauf que, comme vous l'avez rappelé, actuellement, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, rejette cette option. Et encore une fois, s'il la rejette, c'est aussi le bilan de 2 décennies au minimum de négociations dites de paix, qui en réalité étaient biaisées. On retrouve en direct l'un de nos envoyés spéciaux en Israël, Nicolas Roger. Bonjour à vous, vous êtes à Haïfa. Est-ce que ces doutes qui s'expriment maintenant au sein même du cabinet de guerre, on l'a vu avec ces déclarations du général Eisenkot, avec ces déclarations des familles des otages, est-ce que ces doutes commencent vraiment à infuser ou pas la société israélienne ? Alors, bien sûr, il faut savoir que ces doutes qui sont exprimés par Gadi Eisenkot, c'est quelque chose qui plane déjà dans l'environnement israélien depuis quelques semaines maintenant, évidemment, surtout autour des familles des otages. On le rappelle quotidiennement d'un certain côté que les familles des otages font en sorte, c'est le seul contre-pouvoir aujourd'hui dans l'establishment politique israélien. Donc évidemment que ces critiques sont entendues de la part des Israéliens en général, mais il reste toujours ces objectifs de guerre qui sont difficiles à atteindre, mais qui font partie de ce que les Israéliens eux-mêmes ont besoin en fait pour se tranquilliser par rapport à leur propre avenir sécuritaire. Et donc quand on parle d'aller par exemple de mettre fin à l'opération militaire pour pouvoir ramener les otages, c'est encore quelque chose qui reste inaudible pour l'instant. Donc même si Gadi Eisenkot dit, et évidemment sa position est très importante puisqu'il est lui-même dans le cabinet de guerre, puisqu'il a accès à toutes les informations, peut-être que le commun des mortels n'a pas la possibilité de consulter. Évidemment, ça reste très important, mais encore une fois, on ne veut pas, d'un certain côté, revenir c'est ce qu'on dit, c'est le mot commun qu'on entend en permanence, on ne veut pas revenir à l'avant 7 octobre. Et donc, du coup, est-ce que ça peut avoir vraiment un effet sur le terrain aujourd'hui ? On en doute. Par contre, très clairement, c'est une mentalité politique qui est en train de se former ici. C'est l'idée peut-être qu'il faut appeler à des élections, peut-être qu'il faut démettre Netanyahou à la tête de l'État. Et ça, c'est quelque chose évidemment qu'on va devoir surveiller dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de façon assez poussée, pour voir justement si cela a un effet sur l'effort de guerre. Oui, merci beaucoup Nicolas Roger. Oui, une réaction, Macha ? Ah oui, pardon, c'est juste, je me suis dit que la démocratie et le monde souverain a une force inévitable qui s'appelle les élections. Oui. Quand j'ai lu l'article sur the Times of Israel interview donné par monsieur Eisenkot, donc ex-chef état-major de Tsahal, il a confié qu'il a perdu son fils au début du mois de décembre à la guerre de Gaza et suivi le lendemain par son nouveau. Je veux dire que ma question est aujourd'hui, est-ce que quelqu'un entend pour de vrai, parce qu'il y a la propagande partout, moi j'assume, est-ce qu'on entend le peuple pour de vrai? Qu'est-ce que veut des gens c'est des gens qui souffrent, n'importe quelle guerre. Et c'est aussi un peuple traumatisé. Oui, il y a différentes dimensions. Vous faites bien de le rappeler, Florence. Il y a ce traumatisme, cette idée que le deuil se poursuit. Mais je voulais simplement revenir en fait à Gaza et très rapidement, j'en terminerai là. La difficulté aujourd'hui pour Netanyahou, qui est maximaliste, c'est que le Hamas de l'autre côté est maintenant maximaliste. Et le cessez-le-feu que réclame Netanyahou, il n'aurait lieu, selon le Hamas, ou en tout cas les termes, qu'en échange la libération des otages, qu'en échange d'un cessez-le-feu total et complet. Donc on monte dans les prétentions, ce qui rend encore plus difficile l'équation.